Excellent. Ben, bon matin à tous. Ça me fait plaisir de vous recevoir ce matin pour le Focus SST des services de garde. On va regarder ensemble aujourd'hui l'identification, l'analyse de risques. Donc, je ne sais pas si pour la plupart d'entre vous, vous avez suivi le parcours de la LMR-SST pour les services de garde. Je m'appelle Marlène Gilbert, je suis conseillère à la STAS depuis 2 ans. Je suis dans l'équipe, notamment des services de garde et je m'occupe de l'organisation de la prévention. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter notre démarche d'identification d'analyse de risque et je suis accompagnée de ma collègue Andréane Buteau ce matin. Fait que Focus SST, c'est un parcours, hein, les rendez-vous sur 6 rencontres qu'on a étalé ça depuis le mois de mars. Pour la plupart, je pense que vous nous avez suivis depuis le début. Aujourd'hui, on est rendu au point 4, identification et analyse de risque. Le prochain rendez-vous va porter sur l'inspection des lieux de travail, le rôle obligatoire de la RSS, donc la représentante santé-sécurité au travail. Vous pouvez toujours vous inscrire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi tous les autres parcours, les autres formations précédentes. Donc, le 13 juin prochain. Puis, si jamais vous avez encore des questions, ben, on vous invite à venir nous rencontrer le 20 juin. Toute l'équipe va être là pour répondre à vos questions au sujet de la LMR-SST et toutes les sous-thématiques on va avoir discuté. Puis si jamais ben, vous n'avez pas eu le temps de regarder ça, vous voulez l'écouter en différé, c'est possible. Tous les enregistrements sont sous ce lien. Donc, vous aurez évidemment la présentation au courant de la journée. Aujourd'hui, on fait un petit survol de qui est la STAS. Si vous nous avez suivis depuis le début, je pense que vous commencez à savoir. Rappel de base de la LMR-SST, bref rappel. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet, donc se familiariser avec l'identification et l'analyse de risques. On veut savoir utiliser l'outil de la démarche simplifiée, outil qu'on va vous présenter aujourd'hui. On veut que vous soyez capable de reconnaître les risques dans votre milieu de travail, puis on se garde une belle période de questions à la toute fin. Qui sommes-nous? La STAS, pour ceux qui ne nous connaissent pas, bref acronyme, donc Association paritaire pour la santé et sécurité du travail du secteur des affaires sociales. Dans le fond, on est une association sectorielle paritaire. On se consacre exclusivement à la prévention des accidents du travail. On existe depuis 1979 et à savoir que notre financement provient des cotisations qui sont perçues par les employeurs du secteur du santé et des services sociaux par la CNSST. C'est pour ça que nos services, pour la plupart, sont gratuits. Notre mission, c'est de promouvoir la prévention et la santé et sécurité du travail, évidemment. On accompagne les clients dans un cadre paritaire. Ça peut être au moyen de services conseils, d'informations par nos publications. On a plusieurs formations aussi chez nous. On fait beaucoup de recherches, de développement pour vous tenir au courant de justement c'est quoi les meilleures pratiques en santé et sécurité au travail et soutenir la création du milieu de travail sain et sécuritaire. Ça fait partie de notre mission. Notre clientèle, on est partout au Québec, donc on s'occupe principalement du réseau de la santé, mais aussi les groupes communautaires, vous, centre de la petite enfance, garderie, mais on va accompagner aussi les cliniques médicales, les cliniques dentaires, les résidences pour personnes âgées. Donc, tout ce beau monde-là, c'est notre clientèle. Conseil et assistance, on peut vous aider, vous accompagner dans certaines démarches au niveau de l'organisation de la prévention. Ça peut être comme tout ce qu'on fait présentement au niveau de la modernisation de la loi sur la santé et sécurité du travail, mais aussi des sujets plus précis au niveau, ça peut être l'ergonomie, prévention des infections, l'accompagnement de vos comités de santé et sécurité. Donc, très varié. On a plusieurs experts en la matière dans notre équipe. Formation, ben, plusieurs formations en ligne, de l'auto-formation, formation chez vous disponible en établissement aussi. Donc, vous pouvez aller voir tout ça sur notre site Internet. Et évidemment, la revue Sans Pépin, que probablement la plupart connaissez dans vos établissements.
Sinon, vous avez la possibilité de vous inscrire à l'infolette pour suivre toutes les nouveautés, nos nouveaux articles, nos nouvelles recherches. Puis, vous pouvez scanner le petit code QR pour aller vous inscrire directement. Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer la théorie. Petit résumé, la LMR-SST. Donc, on se souvient, dans le fond, les organisations au Québec, maintenant, doivent être dans le fond, sont divisées en 2 grandes catégories. Donc, 1 à 19 travailleurs ou 20 travailleurs et plus. Et vous avez des exigences qui sont demandées dans la période du régime intérimaire. Donc, pour les plus petites organisations, les CPE de moins de 19 travailleurs, vous devez, si ce n'est pas déjà fait, désigner votre agent de liaison et commencer votre identification des risques, chose que nous avons souligné parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, vous êtes au bon endroit. Pour les plus grandes organisations de 20 travailleurs et plus, il faut désigner votre représentant santé et sécurité au travail, mettre en place un comité de santé et sécurité, consigner l'identification des risques, mais aussi faire l'analyse des risques. Si pour cette fois, pour vous, c'est tout nouveau, tout ça, là, on a fait le résumé en 3 étapes. Donc, pensez à calculer votre nombre de travailleurs dans votre organisation pour savoir si vous faites partie des 19 travailleurs et moins ou 20 travailleurs et plus. Vous pouvez vérifier si votre organisation désire utiliser l'approche multi-établissement. Donc, l'approche multi-établissement, en gros, c'est juste de dire si vous avez des activités de même nature, puis on sait que là, vous êtes toute une clientèle de services de garde qui est là ce matin. Donc, il y a une possibilité de regrouper vos services de garde ensemble pour faire, par exemple, avoir un agent, un représentant santé et sécurité au travail, un comité, puis avoir un document là, qui va consigner votre identification, votre analyse de risque. Donc, l'étape 3, ça va être de débuter la mise en place des mécanismes de prévention et de participation. Si toutefois cela, c'est encore un peu flou pour vous, on a des présentations là, de bien détaillées à ce sujet-là. Un petit quiz pour briser la glace. J'aimerais ça savoir si vous avez déjà une démarche d'identification des risques dans votre milieu de travail. Donc, vous pouvez utiliser le chat, le clavardage en haut à droite. Et juste m'inscrire, Andréane, si tu pèses, ça va sortir les choix de réponse. Alors, A, c'est complètement nouveau pour vous, puis vous voulez en savoir plus, puis c'est pour ça que vous êtes là ce matin. B, ben oui, j'ai déjà commencé, mais je suis un peu perdue, donc je veux en savoir davantage. Et C, ben oui, j'ai déjà ça chez nous, puis j'en suis fière. Donc, on y va par oui. A, oui, C, OK. Il y en a que c'est nouveau. Il y en a d'autres que pour qui c'est déjà quelque chose qui est déjà bien en place. B, j'ai déjà commencé, je suis un peu perdue. Donc, c'est assez varié. Bien, on va faire le tour ensemble aujourd'hui. On va vous présenter aussi des exemples pratiques. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre comment identifier les risques. Puis on vous invite à la toute fin, pour ceux là, que c'est déjà dans votre milieu de travail puis que vous utilisez d'autres outils, vous avez des astuces, comment vous faites ça avec votre comité de santé et sécurité au travail. On est bien ouvert à savoir comment vous fonctionnez déjà sur le terrain. Merci Marilyn pour cette belle présentation. Juste avant là, de commencer la démarche d'identification et d'analyse des risques, il faut comprendre un concept qui est c'est quoi un risque? Parce qu'on ne peut pas l'identifier, le risque, si on ne sait pas c'est quoi un risque. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à la base de toute la réflexion, de toute la démarche qu'il faut bien saisir. Puis pour vous aider là-dedans, on vous a fait une caricature avec un crocodile qu'on va voir tout juste après. Mais juste avant, je voulais savoir, en fait, pour vous, là, c'est quoi un risque? Qu'est-ce que ça vous interpelle? C'est quoi le mot qui vous vient en tête là, quand vous pensez à un risque dans le milieu de travail? Fait que vous pouvez utiliser encore une fois là, le clavardage pour nous dire ce que vous en pensez. C'est un danger, effectivement. Madame Joubert nous dit ça, danger, danger, danger. Julie Rousseau, danger. Caroline Tremblay, danger, effectivement. Un danger potentiel.
C'est vrai, ça peut être un danger qui est présent, mais qui ne s'est pas encore manifesté, donc il est potentiel. Ça peut être une blessure, donc effectivement, ça pourrait causer une blessure. C'est une cause possible d'un accident, effectivement. Le risque, on peut avoir un danger qui nous amène un risque, qui pourrait produire un accident, ce qui pourrait amener une blessure ou un accident. Effectivement, on est vraiment là-dedans. Puis c'est ce qu'on veut essayer de tout démêler pour bien comprendre la démarche. Je vous dirais, on a caricaturé, comme je disais tantôt, là, la notion de danger puis de risque avec cet exemple-là. Mais si vous comprenez cet exemple-là, après ça, ça va être facile pour vous de faire la suite là, au niveau de la démarche. Alors, voici. Ici, on a identifié, en fait, avec le crocodile, le danger en question. Puis le risque, il arrive quand on se rapproche du danger. Donc, quand que je m'en viens vers le danger, quand que je me rapproche, c'est là que j'ai un risque de me faire mordre ou de me faire croquer ou même de me faire dévorer par le crocodile. Fait que quand que je suis loin du crocodile, j'ai moins de risque. Quand je me rapproche, je développe mon risque. Fait il faut voir ici qu'il y a comme une différente gradation dans le niveau de risque. Puis dans la démarche d'identification, c'est qu'une fois qu'on va avoir identifié notre crocodile, il va falloir venir l'évaluer, faire son analyse pour voir c'est quoi la gradation, c'est quoi son niveau de risque. Est-ce que je suis vraiment comme en danger puis je risque de me faire mordre par le crocodile ou au contraire, j'ai certaines mesures qui sont en place et mon niveau de risque est moins élevé. Fait que ça, c'est le premier concept qu'on voulait vous faire part. Ce qu'on veut en prévention, en santé, sécurité au travail, c'est d'éliminer le danger. Puisque c'est la première action, c'est toujours la première question qu'on va se poser. Est-ce que je suis capable d'éliminer le danger? Je suis capable de l'éliminer, mon danger? Parfait, mon petit bonhomme, vous voyez, là, son petit sourire, là, il était comme par l'envers, puis là, il est devenu plutôt joyeux. C'est parce qu'on a éliminé le danger. Fait que ça, c'est toujours notre étape numéro 1 qu'on se pose. Est-ce que je suis capable de l'éliminer? Si oui, bingo. Puis, un exemple que je pourrais vous donner dans votre milieu, c'est par exemple avec des produits de désinfection. Vous avez un produit là, que vous utilisez en cuisine pour dire quelque chose, pour dégraisser ou peu importe, puis il y a un risque de brûlure à la peau si c'est en contact. Mais si je suis capable de remplacer ce produit-là par un autre produit qui n'a pas ce niveau de risque-là, ça veut dire qu'il n'y a pas le danger de brûler ma peau si je suis en contact, je viens d'éliminer mon risque. Je garde encore ma fonction de nettoyer, désinfecter, dégraisser, peu importe c'est quoi le produit, mais j'enlève mon risque. Donc, j'ai atteint mon objectif d'éliminer le danger. Un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est, mettons, avec des jouets. Tu sais, c'est des jouets qui sont très, très bruyants. Ce serait ça mon danger. Mon risque, c'est de causer de l'irritation pour les gens qui sont dans le même local, causer peut-être une fatigue auditive aussi. Et là, si je viens tout simplement couper le son ou si je change de jouet, je pourrais utiliser en fait un autre jouet ou un autre éducatif pour répondre au même objectif pédagogique, par exemple, au même objectif éducatif, mais que pas ce niveau de bruit là, strident là, pour dire quelque chose, bien, je viens d'éliminer mon danger qui était le bruit ou mon risque là, qui était de causer de l'irritabilité ou encore une fatigue auditive. Mais ce n'est pas toujours possible d'éliminer le danger. Fait que dans ce temps-là, quand je ne suis pas capable de l'éliminer ou d'enlever mon crocodile, bien, il faut que je pense à est-ce que je peux réduire mon risque et venir ensuite le contrôler pour m'assurer que les mesures que j'ai mises en place, ils restent dans le temps. Donc, une façon ici de réduire mon risque, ça serait de venir mettre une clôture entre le crocodile, qui est mon danger, puis ma personne. Donc là, je viens comme réduire grandement mon risque et pour m'assurer que ma mesure de correction qui est ici, ma clôture, reste bien en place puis en bon état, mais il faut que j'aille des mesures de contrôle. Donc, il faut que je m'assure que je vienne l'inspecter, par exemple, à tous les jours, ma clôture, pour voir est-ce qu'elle tient bien en place, est-ce que le vent ne l'aurait pas fait tomber, est-ce que les clous ils sont encore là, est-ce que tous mes poteaux sont bien droits, puis je n'ai pas de trou qui s'est ajouté là, dans ma clôture. Donc, en allant contrôler mon risque, comme ça, en allant inspecter ma clôture, bien, je m'assure qu'elle reste bien en place et qu'elle joue bien son rôle. Ça veut dire d'éloigner mon danger de ma personne et donc de réduire mon risque. Et là, il y a toutes sortes de choses par rapport à ça, dans le sens que on pourrait dire aussi, dépendamment de comment est constituée ma clôture, ben peut-être que ça va venir influencer mon niveau de risque. Puis là, je vous donne deux extrêmes. J'ai une muraille de Chine entre le crocodile puis ma personne. Et là, j'ai vraiment des mesures de correction en béton
les chances qu'il arrive quelque chose sont très, très minces, donc ça veut dire que mon risque va être très faible. Mais j'ai une petite clôture en bois avec que je solidifie pas beaucoup, avec 2 petits panneaux, j'ai 2-3 clous seulement, j'ai un gros coup de vent, une tornade, n'importe quoi, puis c'est sûr que ma clôture tombe, bien, mon niveau de risque va être pas mal plus élevé. Fait que c'est un peu tout ça qu'il faut arriver à comprendre. J'ai un danger. Si je m'approche du danger, ça cause un risque. J'essaie d'éliminer mon danger. Est-ce que je suis capable d'enlever mon crocodile? Si je suis capable, numéro 1, c'est mon objectif, j'ai plus de risque. Si je ne suis pas capable, je veux le réduire, mon risque. Donc, je viens mettre une clôture pour venir réduire mon risque. Ma clôture, dépendamment, est-ce qu'elle est en béton armé ou versus est en bois, bien, ça va faire en sorte que mon risque va être soit très faible ou un peu plus élevé. Et il faut que je m'assure, en faisant des tournées, par exemple des inspections, de l'entretien préventif, que cette clôture-là reste bien en place pour être sûr que ma mesure de correction, elle va durer dans le temps. C'est les mesures de contrôle, ça qu'on appelle. Fait que ce que je viens de vous résumer là, avec mon crocodile, ma clôture et ma personne, c'est la base de la démarche de prévention d'identification. Fait que ce qu'on va chercher à faire dans l'identification des risques, c'est on cherche nos crocodiles, on va regarder comment aller notre clôture. Donc, c'est quoi les mesures de prévention qui sont déjà en place? Puis, on va venir après ça évaluer avec la partie analyse pour voir est-ce que j'ai un risque élevé dans mon contexte ou j'ai un risque faible. Et ça va venir nous donner la priorité d'action. Parce que c'est ça l'objectif. Puis, Marilyn va vous en parler tout à l'heure. L'objectif, c'est de voir quelle action je dois mettre en place, sur quoi je dois travailler le plus rapidement possible ou c'est quoi qui est le plus qui est le plus à risque de causer des blessures chez nous. Fait que c'est cette priorité d'action-là qu'on va vouloir avoir, aller chercher avec notre analyse. Fait que si vous avez saisi ça, là, la suite, vous allez voir, c'est assez simple. Fait que là, ici, c'était des exemples, là, vous pourriez les regarder, vous allez pouvoir les regarder, pardon, dans les PowerPoint, là, mais j'ai un danger, exemple, j'utilise un couteau, mon risque, c'est un risque de coupure, j'ai du dégraisseur à plancher, j'ai un risque de brûlure, c'est un peu les exemples que je vous donnais tout à l'heure. Alors voilà, là, je vois qu'il y a eu des commentaires. J'adore votre image, très bien expliqué. Madame Dupré nous dit ça. Effectivement, c'est caricaturé. On s'entend que les crocodiles, ça peut faire un peu enfantin, mais avec ça, on est vraiment capable de bien, là, vous allez voir, je vais y revenir constamment après dans notre exemple qu'on va vous donner. Puis ça va être facile là, de voir là, les nuances entre chacun, puis qu'est-ce que ça représente notre crocodile, notre clôture, puis le niveau de risque. Fait que je repasse la parole à Marilyn pour la suite, puis elle va nous présenter en fait la démarche en tant que telle. Puis ensuite, on fait un exemple ensemble. Super. Donc, l'identification, l'analyse de risque, bien là, le pourquoi, dans le fond, je pense qu'on vient quand même bien de le voir avec le crocodile, la clôture et tout. Mais théoriquement, là, on veut dépister les risques, les dangers, même les plus silencieux, dans la mesure où quand on ne prend pas le temps de faire une identification de risques, parfois, on peut avoir des risques au quotidien chez nous, puis on ne prend pas nécessairement le temps de les cibler. Donc, on ne serait pas toujours en mesure là, de faire un bon portrait général puis de prendre conscience de tous les risques qu'il y a chez nous. Prioriser les actions, mais quand on fait un portrait complet de tous les risques, ça peut nous donner l'impression justement qu'on a un bon nombre de problèmes à résoudre. Donc, il va falloir choisir quel problème qu'on doit traiter en premier en fonction de l'importance de chacun des risques. Ils ne seront pas tous sur le même pied d'égalité, puis il va y avoir nécessairement des plus importants puis des moins importants. Donc, on va voir ensemble comment on fait ça. Ensuite, on parle d'investir les ressources au bon endroit. Mais ça va vous permettre, on sait qu'on est limité dans nos ressources humaines, on est limité parfois dans nos ressources financières. Donc, ça va être de faire des choix aussi en fonction de ces critères-là. Et ultimement, bien, on veut favoriser l'implantation d'une culture de prévention. Bien, on dit les risques existent dans tous les milieux de travail, qu'ils aient causé ou non un accident. Donc, ça revient un peu à même les risques les plus silencieux. Des fois, il y en a, j'ai été beaucoup sur le terrain dans ma carrière, puis on me disait, mais moi, j'en ai pas d'accident de travail chez nous, ça va bien. Mais peut-être, mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire de la prévention parce qu'on est tous dans des risques. Donc, c'est vraiment important de se faire un beau portrait là, de qu'est-ce qui se passe chez nous. Donc, avant
de rentrer dans la démarche d'identification des risques. Pour ceux qui sont moins familiers, ça peut être bon de prendre le temps de se dire, ben, on dit catégoriser pour mieux reconnaître, une étape préalable à l'identification. En fait, c'est de connaître les grandes catégories de risques. Puis dans l'outil qu'on va vous démontrer, de toute façon, ils sont indiqués. On peut voir à la diapo suivante. Dans le fond, les 7 grandes catégories qu'on utilise à la start, la CNSST en utilise 6. Mais juste pour voir, là, vous avez les risques ergonomiques, biologiques, chimiques, mécaniques liés à la sécurité, les risques physiques, psychosociaux et ceux liés à la violence. On vous a mis les descriptifs dans la présentation. Donc, on va pas faire, on pourrait faire 3 heures là, sur chacun des risques facilement comme présentation. Je pense que ce n'est pas le but du sujet de ce matin. On les a mis à titre de référence. Dans notre outil aussi, ils sont bien détaillés. Je pense que dans d'autres présentations, on a vu que les gens étaient... Naturellement, vous le savez déjà, c'est quoi un risque ergonomique, hein? Surtout dans votre métier, je pense qu'on pense à notre corps, aux postures de travail, les efforts que vous faites, les soulèvements. Donc, tout ça va rentrer là-dedans. On peut passer les autres d'après, voir s'il y en a des plus difficiles peut-être. Les risques biologiques, mais ça aussi, on est rendu assez bon avec la pandémie, les petits virus que vous travaillez quotidiennement avec. Donc, tout ça va faire partie des risques biologiques. Les risques chimiques, dans votre milieu de travail, on pense souvent aux produits Simdut, les produits nettoyants, des dégraisseurs à plancher, vos produits pour la cuisine. Donc, tout ça aussi, il y a des éléments à tenir en compte. Donc, vous pourrez regarder ça. Les risques mécaniques et liés à la sécurité. Donc, quand on parle de risques mécaniques, dans votre milieu, ça va être surtout tout ce qui est sécurité des machines. On peut parler de cadenassage, c'est plutôt rare chez vous. Mais si vous avez, je ne sais pas, un robot coupe dans votre cuisine, des trancheurs à viande, je pense que c'est plutôt rare, là, mais des gros mélangeurs pour la pâtisserie, ça va faire partie de ces risques-là à considérer. Puis les risques liés à la sécurité, eh bien, tout ce qui est chute, ça, je pense que c'est assez fréquent chez vous. On chute sur le plancher, on déboule les escaliers. Vous échappez une boîte de votre tablette, ça va rentrer là-dedans. Donc, il y a d'autres exemples aussi, là, mais je pense que ça, c'est les plus fréquents. Risque physique, on peut penser au bruit. Hein, vous êtes exposé à un bruit continu, donc sans que ça soit noté dans le règlement santé-sécurité au travail. Des fois, la fatigue auditive, être exposé à des cris, à du bruit sur une longue période, des fois, ça peut engendrer quand même des effets secondaires. Prévention des coups de chaleur, ça aussi, je pense, vous êtes déjà bien sensibilisé, mais ça serait à répertorier là, dans ce niveau-là. Les risques électriques aussi. Alors voilà, pour la suite, les risques psychosociaux, c'est peut-être plus nouveau. Ça aussi, il y a plusieurs conférences déjà sur le sujet par notre équipe Santé Psy. Donc, n'hésitez pas si jamais vous dites nous, on aimerait ça travailler davantage sur la charge de travail. On veut en savoir un peu plus sur la civilité au travail. On a des belles formations sur ce sujet-là. Mais dans le fond, l'identification des risques psychosociaux, là, je pense que c'est le sujet d'actualité, donc à prendre en considération aussi. Et finalement, ça va être les risques liés à la violence. Donc, ici, dans le fond, il y a le volet agression physique provenant de la clientèle, des visiteurs, les proches. Donc, on peut penser si vous avez des micro-agressions, des fois avec des enfants plus difficiles dans votre milieu de travail, il y a des mesures de prévention à mettre en place. Donc, la nouveauté au niveau de la loi modernisant, c'est tout ce qui concerne la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Donc, ça aussi, on a beaucoup plus d'informations à ce sujet-là, mais gardez en tête que c'est des risques à considérer. Donc, tournée très, très rapide. On vous laisse concentrer sur la démarche. On va aller vous expliquer quelle est la démarche d'identification et d'analyse de risque.
On vous a simplifié ça. Donc, on l'appelle démarche simplifiée proposée. Vous avez un document de quelques pages qui va vous résumer toutes ces étapes-là. En gros, l'identification des risques, on va faire chacune des étapes avec vous aujourd'hui avec des exemples. Vous allez voir, c'est très facilitant. Donc là, on se voit un portrait global, identification 3 étapes, analyse 3 étapes. On va commencer par l'identification, donc faire le portrait de la situation. On va voir comment on fait pour identifier sur le terrain, puis comment on consigne tout ça dans le tableau là, pour respecter notre nouvelle obligation là, en lien avec la modernisation de la loi. Oups! Je m'excuse, je pensais que ça ne marchait pas de ton côté. Voici l'outil que vous allez trouver sur notre page Internet. Valérie, elle va vous mettre ça aussi par courriel par la suite. Donc, fiche, vous avez un fiche explicatif, démarche complète, aide-mémoire avec 3 outils qu'Andréane va vous présenter. Donc, vous allez voir, on peut faire le portrait de la situation à l'interne, questionnaire sur la présence des risques, ainsi que le tableau synthèse. Avant de commencer votre démarche, il me semble qu'on a beaucoup de « avant » commencer la démarche, hein? Mais on vous donne quand même c'est quoi les conditions de succès pour assurer que votre démarche aille à son meilleur. Dans le fond, c'est comme dans tout, surtout en santé et sécurité au travail, ça prend l'engagement puis le soutien de la direction. Si vous vous regroupez en comité de santé et sécurité au travail aussi, ça va être facilitant. Impliquer le représentant santé et sécurité au travail ou l'agent de liaison, là, dépendamment votre type de milieu, puis faire participer activement les travailleurs terrain à toutes les étapes. Vous allez voir, ça va être vraiment facilitant. Préparation. Donc, là, on veut commencer l'identification de risque. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va se donner une façon de faire, comment on va fonctionner chez nous. En service de garde, on se dit, est-ce que je vais fonctionner par type d'emploi? Est-ce que j'aimerais ça identifier les risques pour ma cuisinière, pour les éducatrices? Est-ce qu'on y va par lieu, par local? Si je suis dans le local, est-ce que je veux y aller par routine? Est-ce que je veux y aller par tâche? Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est se donner une façon de faire, quelque chose qui va être clair pour vous. Donc, on va vous proposer là, quand même des façons de faire pour la suite. Je pense que c'est à toi, Andréane. Merci, Marilyn. Donc, on voulait mettre un bel emphase aujourd'hui sur un exemple pour vous donner vraiment, là, c'est l'objectif des Focus SST qu'on fait avec vous là, dans notre parcours pour la LMR SST, c'est d'essayer de vous rendre ça le plus concret possible, le plus accessible. Donc, on a inventé un CPE, fait que vous pourrez partir de ça après pour faire votre bout de chemin à vous en fonction de votre réalité. Nous, le CPE, c'est le CPE des enfants rit toujours. C'est une installation. Il y a 80 enfants. Il y a 19 éducatrices, il y a une responsable à l'alimentation, il y a un préposé à la désinfection qui est à temps partiel, une directrice, puis une directrice adjointe. Donc, on a vraiment comme essayé de on a pris un portrait assez typique d'un service de garde. Donc là, on intègre à peu près tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Puis si je calcule déjà le nombre d'employés, ce que je suis capable de voir, j'ai 19 éducatrices, j'ai une responsable à l'alimentation, puis j'ai un préposé, fait que je tombe à 21. Je ne calcule pas la directrice et je ne calcule pas la directrice adjointe non plus. On a vu ça là, dans le calcul des travailleurs. Donc, j'étais à 21. À 21, je tombe dans la catégorie 2, là, dans le fond, dans la deuxième catégorie des 20 travailleurs et plus. Ce qui veut dire que je dois mettre en place un comité de santé et sécurité, un représentant de santé et sécurité, je dois faire l'identification des risques ainsi que leur analyse. Là, dans ce contexte-ci, le CPE des enfants rit toujours. Là, il était déjà en mutuelle de prévention depuis plusieurs années, ça allait bien. Donc, ils ont déjà un plan d'action, puis il est bien actif. Alors, voilà le topo de notre CPE rit toujours. Et là, on dit c'est un départ. Donc, la direction donne le go. Donc, on disait tantôt avec Marilyn, il faut qu'il y ait un engagement de la direction là, pour aller de l'avant. Donc, la direction dit OK, on part, on met l'emphase sur l'identification des risques. Donc, on fait le tour de toutes les tâches
de tous les locaux. Il faut couvrir tout le monde aussi qui travaille à l'intérieur du service de garde. Donc, autant l'éducatrice, la responsable à l'alimentation que le personnel de bureau, la direction, là, etc., là, pour vraiment ne rien oublier. Et dans le fond, ce qu'on a décidé de faire au CPE Rit toujours, là, des enfants rient toujours, c'est un beau CPE quand même, hein, les enfants sont toujours heureux là-bas. C'est bien le fun. Alors, on a décidé en fait d'y aller par locaux. Fait que ce qu'on a décidé de faire, là, c'est de mettre les pouponnières ensemble. On a 2 pouponnières de 5 enfants. Fait qu'on a décidé de mettre les pouponnières ensemble. Ensuite, on a mis le local là, des 18 mois, 2 ans ensemble, les 3-4 ans ensemble, puis les 5 ans séparés. Puis après ça, vous allez voir un peu plus loin là, comment on a rajouté le reste là, pour être sûr de faire le tour là, de tout le CPE. Et puis, c'est important aussi, la dernière puce, c'est que la directrice, elle a annoncé à tout le monde quand, qui, puis pourquoi on débutait l'identification des risques. Puis ça, c'est un élément important, puis on l'a vu dans des rencontres précédentes, là, que d'informer les gens, ça permet de leur dire, écoutez, on est là pour évaluer les risques, on est là pour faire des changements qui sont nécessaires dans le milieu pour vous protéger comme travailleurs, parce que vous êtes des personnes importantes pour nous, puis on a à cœur votre santé et sécurité. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, on n'est pas là pour vous évaluer, en parlant des travailleurs, puis voir si vous faites bien votre travail. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de détecter les risques qui se sont déjà manifestés ou non, puis de pouvoir tout de suite mettre des mesures de contrôle, des mesures pour les réduire, les éliminer, comme on a vu tantôt, les réduire et de contrôle pour vraiment là, favoriser la santé et sécurité au travail de tout le monde. Donc, ça, c'est une part très importante. Un élément très important. Donc, l'étape numéro 1, là, on est, vous vous souvenez la diapo tantôt que Marilyn nous a présentée, on avait l'identification des risques d'un bord, on avait l'analyse de l'autre. Là, on est dans la partie identification des risques, étape 1. Donc, ce qu'on vous suggère fortement de faire, qui est souvent oublié, je vous avouerai, c'est de faire un portrait de la situation chez vous. Donc, regardez ce que vous avez comme document SST déjà en place. Si vous n'avez aucun, bien, c'est une étape que vous devez sauter, malheureusement, parce que ça pourrait vous donner beaucoup d'informations. Si vous en avez juste quelques-uns, prenez le temps de les regarder. Si vous les avez toutes, tant mieux. Puis si, je reviens, si vous ne les avez pas, bien, ça peut être une indication comme objectif dans l'année de n'en mettre en place. Ça aussi, ça pourrait être un objectif que vous pourriez mettre dans votre plan d'action, d'améliorer vos outils en santé et sécurité, dans la prise en charge de la prévention. Donc, c'est quoi les outils que je peux consulter? Les registres d'accidents, d'incidents et de premiers secours, les rapports d'enquête, analyse d'accidents que vous avez faits, les déclarations de situations dangereuses. Ici, en fait, on parle souvent des OUPS, là. Donc, ça peut nous donner bien des informations aussi. Les rapports d'inspection préventive, les rapports de la CNESST, si jamais vous avez eu des visites d'inspecteurs au cours de l'année, et les autres. Pour ça, comme vous voyez dans le haut, on a un outil, c'est l'outil A. Puis dans l'outil A, là, ça ressemble à ça. Donc, on les a séparés en 2 catégories, l'ensemble des outils. Des catégories qui sont post-événement, ça veut dire après un événement, donc tout ce qui est registre et statistique. Et les documents qui sont pré-événement, donc qui détectent dans le fond les risques avant qu'il se produise quelque chose, comme les rapports d'inspection et tout. On regarde un exemple, parce que c'est ça qu'on voulait faire ensemble. Fait que là, on a rempli au CPE des enfants Rit toujours, les différentes informations qu'on peut trouver dans ces documents-là. Puis ça va nous aider beaucoup à l'étape 2, quand on va aller sur le terrain, qu'on va aller voir les travailleurs, qu'on va aller les observer, qu'on va poser des questions, on va déjà avoir une idée de ce qu'on cherche comme information. Fait que c'est vraiment une étape préalable, puis elle est importante. Donc, voici des exemples de ce qu'on peut trouver comme renseignement. Dans le registre d'accidents, incidents et premiers secours du CPE des enfants Rit toujours, ce qu'on a détecté. On a eu 5 événements avec perte de temps et 8 sans perte de temps. On a eu 8 utilisations de la trousse, la trousse de premier secours, pour des coupures aux doigts puis aux jambes reliées à des tâches qui sont à la cuisine ou encore à des jeux extérieurs. OK, on garde ça en tête. Dans le formulaire de déclaration des accidents de travail, on a eu 3 événements qui étaient liés à des efforts excessifs et des postures contraignantes. Fait que déjà, risque ergonomique à garder en tête parce que ce sont les événements qui se sont produits. Un événement en lien avec la violence, on essaiera de voir un peu plus en quoi ça consiste, et un événement relié aux chutes, donc un autre risque. Dans les rapports d'enquête et d'analyse d'un événement accidentel, il y avait des événements reliés à des efforts excessifs et des postures contraignantes qui ont eu lieu à la pouponnière lors du changement de couche et de la sieste.
OK. Donc là, déjà, tranquillement, là, notre entonnoir se referme. On sait que ça touche le changement de couche. Ça touche peut-être aussi au niveau de la sieste. Après ça, la chute, elle a eu lieu dans le stationnement. Les événements de violence s'est produit, parce qu'il y en a eu un, pardon, chez les 3-4 ans. Donc, il y a un enfant qui aurait tiré une chaise en direction d'un autre enfant, puis l'éducatrice, mais elle s'est étirée pour l'intercepter. OK, fait que déjà, on a ergonomie, chute, puis on a peut-être quelque chose aussi, mais pas peut-être, on a quelque chose au niveau de la violence. Fait que déjà, on garde ça en tête. Quand on va aller sur le terrain, on va essayer d'aller questionner pour voir qu'est-ce qui se passe, pour aller chercher des informations supplémentaires. On continue dans notre document préparatoire avec toute la documentation qui est pré-événement. Fait que si vous faites déjà de l'inspection, allez voir vos rapports d'inspection. Fait que ici, ce qu'on est capable d'aller voir là-dedans, comme info, c'est les marchepieds sont difficiles à manipuler. Le plancher est glissant dans l'entrée le matin après l'arrivée des enfants. Je m'excuse, je viens de voir qu'il y avait une question. Quoi, perte de temps? C'est des événements accidentels, dans le fond. Donc, c'est des événements accidentels qui ont causé une perte de temps, donc il y a eu un arrêt de travail. Puis, il y a des accidents qui n'ont pas causé. Donc, il y a eu un événement accidentel, mais la personne, elle ne s'est pas absentée de son travail. Donc, elle peut avoir, mettons, chuté. Puis, elle a le poignet, mettons, raide parce qu'elle a tombé dessus, mais ça ne l'a pas nécessairement causé de perte de temps. C'est pas absenté. Ah, OK, merci, c'est bon. N'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez-nous dans le chat. Là, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir rajouter de l'information au besoin là, si on n'est pas clair. Donc, on continue dans notre documentation pré-événement. On était rendu, dans le fond, au registre des matières dangereuses. Donc, on sait que des produits dangereux, qu'on est relié en lien avec le CIMDUT, entre autres, pour la désinfection, entre autres, et dans la cuisine. Donc, ça va être quelque chose qu'il va falloir aller voir. C'est quoi les risques reliés à ces produits-là? Puis, est-ce qu'on a les mesures de prévention reliées à ça? Donc, est-ce qu'on a les clôtures? Notre crocodile ici, c'est le produit dangereux. Mais qu'est-ce que j'ai comme clôture pour protéger mes travailleurs? C'est ce qu'on va aller voir. Après ça, la déclaration de situation dangereuse, c'est les OUPS, comme je disais tantôt. Donc, on a 2 déclarations qui sont en lien avec le transport de nourriture dans les escaliers. Donc, on a des gens qui ont fait des déclarations par rapport à ça. Ils ont noté qu'il y aurait possibilité, dans le fond, d'un événement accidentel. Donc, ça va être à tenir compte. Il y a eu plusieurs formulaires aussi qui ont été remplis en lien avec l'entretien du stationnement l'hiver. Puis vous voyez, ça correspond aussi à ce qu'on a vu tantôt avec la chute qu'il y a eu dans le stationnement. Donc, il y a quelque chose à regarder à ce niveau-là. Puis, il y a eu des déclarations aussi en lien avec le bruit dans la salle multi lors des activités de groupe. Fait que ça aussi, c'est un autre élément important. Il va falloir aller documenter davantage. Il y a déjà eu un questionnaire qui a été fait aux travailleurs jadis. Et dans ce questionnaire-là, c'était plus en lien avec les risques psychosociaux. Fait que ce qui avait été noté, c'était que le climat de travail pouvait parfois être lourd, que la reconnaissance au travail était faible, que la présence d'enfants en besoins particuliers sans ressources supplémentaires alourdissait le quotidien. Fait que ça, c'est les éléments au niveau des risques plus psychosociaux. Puis dans les plans de mesures d'urgence, mais on a déjà, dans le fond, toutes nos mesures d'évacuation en lien avec les incendies. On fait nos pratiques régulièrement et tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui est bien maîtrisé. Fait que voilà pour l'exemple. Fait que là, on arriverait à l'étape 2. L'étape 2, c'est que là, une fois qu'on a fait le portrait de la situation, qu'on est allé chercher de l'information, là, il faut aller sur le terrain. Il faut aller voir, parce qu'on ne peut pas remplir ça sur le coin de notre bureau. Puis souvent, on se dit, je sais c'est quoi, nanana, je suis capable de le faire dans le bureau, mettons, pendant le comité de santé-sécurité. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut aller voir, parce que il faut voir, observer, questionner. La réalité des gens va être bien différente de ce que nous, on peut penser qui se passe. Fait qu'il faut vraiment aller les questionner, nos travailleurs, nos collègues de travail, pour documenter la présence de chaque risque potentiel dans leur local en fonction de leur routine, puis en fonction aussi de l'autonomie des enfants, parce que ça change. Plus les enfants sont autonomes, plus ils vont en faire des choses. Donc, moins le travailleur est peut-être exposé à faire des efforts physiques. Mais un enfant comme à la pouponnière qui a besoin de beaucoup plus d'assistance, ça peut engendrer d'autres risques. Il faut faire le tour de toutes les tâches, on l'a dit tantôt, et de tous les travailleurs afin de s'assurer qu'on n'oublie personne. Et il faut documenter les moyens de prévention. Les moyens de prévention qui sont déjà en place, je fais le lien avec le crocodile, c'est notre clôture. Elle est comment? Est-ce que j'ai une clôture, premièrement? Et elle est comment, cette clôture-là? Est-ce qu'elle est vraiment solide avec beaucoup de choses, puis j'ai du béton plus, je ne sais pas moi, un treillis de fer, plus je ne sais pas quoi?
parfait, ou plutôt j'ai une petite affaire que j'ai commencé, puis j'ai commencé à mettre 3-4 poteaux, mais je n'ai pas fini. Fait que ça va venir influencer notre analyse qu'on va en faire. Puis peut-être qu'on va vouloir prioriser la clôture qui n'est pas solide plutôt que celle qui est en béton. Je vais juste m'assurer qu'elle reste en bon état, puis je vais la surveiller de loin, puis ça va être parfait comme ça. Donc, je reviens à notre exemple des enfants rient toujours. On a Gabrielle, qui est membre du comité de santé et sécurité, qui, elle a décidé avec le comité, dans le fond, qu'elle allait commencer avec la pouponnière en premier. Puis ça, c'est un choix qu'ils ont fait. Puis eux, ils ont décidé de baser leur choix sur ce qu'ils ont vu dans le portrait de leur situation. Ils ont vu que les événements accidentels, ça avait commencé, il y en avait eu, puis c'était la pouponnière. Donc, ils se sont dit, on va commencer par là. Puis après ça, je vais faire les autres, le cours là, des enfants. Patricia, elle, c'est notre représentante en santé et sécurité. Elle va s'occuper de la cuisine. Parce que la cuisine, c'est un autre monde, hein? C'est différent. Les tâches ne sont pas pareilles, les routines ne sont pas pareilles, les équipements, les aménagements, c'est différent. Fait qu'elle, elle va se concentrer au niveau de la cuisine. Jules, lui, c'est un autre membre du comité de santé et sécurité, puis il va s'occuper des aires communes, fait qu'il va aller dans la salle multi, il va aller dans les jeux extérieurs, puis dans la zone de stationnement. Fait que lui aussi, il a un rôle important parce que dans la salle multi, vous vous souvenez, on avait parlé du bruit, il va falloir qu'il regarde ça. Puis dans les aires de jeux extérieurs, on pensait peut-être qu'il y avait des coupures, fait qu'il va falloir qu'il regarde qu'est-ce qui se passe. Puis dans la zone de stationnement, on avait parlé de chute qui s'était passée aussi, fait qu'il va falloir qu'il reste à l'affût. Fait que ce qu'on fait, dans le fond, Gabrielle, Patricia, puis Jules, ils partent avec l'outil B, qui est une grille comme celle-ci. Ça, c'est notre outil B. Donc, c'est chacun des risques que Marilyn vous a présentés tantôt sont détaillés. Fait que chacun, on part avec notre grille. Puis là, Gabrielle, elle, vu qu'elle va faire les pouponnières, elle s'en va ici, elle va écrire pouponnière. Puis là, il y a 2 pouponnières, la girafe et la grenouille. Ça a été complété par Gabrielle. À quelle date? Puis là, elle va aller poser des questions aux éducatrices dans la poupe pour venir remplir. Est-ce que j'ai des risques ergonomiques? Est-ce que j'ai des risques biologiques? Etc. Et là, on a un exemple pour vous. Fait que là, Gabrielle, elle s'en va dans le local de la poupe, puis elle voit cette photo-là. C'est juste pour vous dire d'entrée de jeu que cette photo-là, c'est le chercher l'erreur de la CNESST qui a été faite dans la revue Prévention au travail au printemps 2014. Puis là, on va voir quelques risques, là, justement, qui ont été notés là, dans cette photo-là, dans le cadre du chercher l'erreur. Puis on vous l'a mis un peu plus loin dans les diapos si vous voulez là, vous exercer ou si vous voulez faire ça avec votre comité de santé et sécurité, ça pourrait être une bonne idée pour s'exercer à voir les risques. Donc, Gabrielle rentre dans le local et elle voit ça comme situation. Là, on s'entend, c'est une photo, c'est fixe. Là, il y aurait comme une espèce de routine en place. Là, ça serait davantage dynamique, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'elle voit déjà d'entrée de jeu? Bien là, elle peut partir avec sa feuille et dire déjà, là, je vois des risques ergonomiques, là, moi, ici. Là. Fait qu'effectivement, on a une éducatrice qui est en train de soulever le petit Loïc. Puis là, on peut poser des questions. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Elle va dire ben là, je m'apprêtais à faire mon changement de couche. OK, là, je vois que tu prends Loïc. Est-ce que tu fais ça toujours comme ça? Ah oui, je fais ça comme ça parce que ça va plus vite. Puis là, elle dit ah oui, ça va plus vite, OK, mais qu'est-ce qui fait que, mettons, tu n'utilises pas ton marchepied? Ah, ben là, mon marchepied va vraiment pas bien. Là, depuis quelques mois, là, il est difficile à sortir. C'est vraiment pas. Fait qu'au lieu de forcer après mon marchepied, j'aime mieux soulever le hic. C'est pas mal plus facile. Puis après ça, je le dépose, puis je peux changer sa couche. Fait que là, pendant ce temps-là, Gabrielle, elle se prend des notes. Fait qu'on a des risques. On a des risques d'effort, on a des risques de manutention, on a des postures contraignantes aussi, si on est fléchi. Puis là, elle continue, puis elle pose des questions comme ça. Puis là, je fais une petite parenthèse, c'est vraiment important, tantôt je disais, que les gens soient au courant qu'on n'est pas là pour les évaluer sur leur travail. On a fait, dans une de nos présentations antérieures, là, on a vraiment parlé de quelle approche on doit avoir avec la personne. Puis là, ici, ça prend toute son importance parce qu'il faut leur dire, écoute, faut bien expliquer pourquoi qu'on est là, pour pas qu'ils le prennent personnel, puis pour pas qu'ils se sentent jugés ou qu'ils se sentent évalués. Donc, tu sais, le fait qu'elle ait été informée par la directrice, c'est une première chose. Mais là, quand que vous vous déplacez comme Gabrielle, après, elle aurait dû dire en rentrant « Hey, bonjour, comme vous avez vu, ou comme on a discuté dans la réunion de santé et sécurité avec la directrice, là, aujourd'hui, je fais l'identification des risques. Donc, je suis là pour regarder c'est quoi les risques potentiels pour venir les corriger. Là, comme je disais tantôt, je radote, là, mais les corriger, puis m'assurer, dans le fond, qu'on garde votre santé et sécurité à long terme, puis qu'on
que vous soyez bien dans votre travail puis que vous n'ayez pas de blessures ou de douleurs. On veut vraiment que vous soyez dans la meilleure forme possible pour vous, pour votre travail, mais pour votre vie personnelle aussi, c'est bon, etc. Fait que là, il faut qu'en ayant bien compris ça, ben, ça va être plus facile d'échanger, la collaboration va être plus grande, la relation va être meilleure, la confiance va être là aussi. Fait que là, c'est plus facile de venir documenter. Fait que ça, c'est un exemple. Fait que là, on pourrait dire, OK, j'ai commencé avec le changement de couche, par exemple, mais je veux continuer. OK, donc dans le changement de couche, on connaît les routines, là, fait que c'est facile de poser des questions. Qu'est-ce que tu prends pour désinfecter? OK, tu prends ça. Ou c'est quoi est-ce qu'il y a l'étiquette, par exemple, sur le produit? OK, est-ce qu'on a les risques? Ah, il faut que tu mettes des gants. Là, je dis n'importe quoi. OK, est-ce que tu as des gants? Est-ce que sont où les gants? Fait en posant ce genre de questions-là, on est capable de documenter aussi les autres risques. Donc, ici, on était dans les produits chimiques. Puis le fait qu'elle change des couches, bien, c'est sûr qu'elle peut être en contact avec des liquides biologiques, des virus, entre autres. Elle pourrait aussi comme passer des plaies. Donc, pardon, elle pourrait être en contact avec du sang. Fait que tout ça, c'est des risques que l'éducatrice à la pouponnière peut être exposée. Là, on pourrait continuer après ça, puis questionner aussi notre autre collègue de travail qui est assis, qui n'a pas le dos en appui, fait qu'on est encore dans les risques ergonomiques. Il y a beaucoup de jouets au sol, fait que c'est sûr qu'ici, on pourrait avoir un risque de chute. Quand elle va préparer ses pommes, mettons, pour la collation qu'on voit ici, bien, on peut questionner comment tu vas faire, qu'est-ce que tu vas utiliser. Ah, bien, j'ai un petit couteau. Ah, donc, un couteau, on a vu tantôt, ça pourrait être un risque de coupure. Les incendies, ça va, c'est pour tout le monde, c'est pas typique à cette installation-là. Et après ça, ben, on regarde au niveau des risques physiques, donc bruit, contraintes thermiques, etc. Donc, ça, c'est l'étape, dans le fond, 2 de l'identification des risques. Puis j'aimerais ça vous présenter à quoi ça ressemble une fois rempli, parce que le dire, c'est une chose, le compléter, c'est un autre. Fait que pour comme encore plus vous donner un exemple concret, on en a fait un exemple. Donc, je vous rappelle que c'est l'outil B, qui est le questionnaire sur la présence des risques. C'est Gabrielle qui le remplissait. Elle allait dans les 2 pouponnières. Là, on a vu une des 2, mais elle aurait fait le même travail après ça avec l'autre pouponnière. Et puis, elle a marqué la date à laquelle elle l'a rempli parce que dans 1 an, dans 2 ans, mais ça se peut que ça change. Fait qu'il faut être capable de faire le suivi. Donc là, ici, dans les risques ergonomiques, mais il y a toute une liste. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je vais prendre une gorgée. Il y a toute une liste, puis ça va vous aider, dans le fond, à ne pas en oublier. Donc, on a vu qu'il y avait des efforts excessifs. On a vu qu'il y avait de la manutention de charge, par exemple, ou en questionnant, il y a de la manutention des enfants aussi, du soulèvement d'enfants. On a vu aussi qu'il y avait des postures contraignantes. On a le dos penché. En questionnant, on s'est rendu compte aussi qu'il souvent, ils se mettaient accroupis ou à genoux. Puis pour aller chercher les couches, parfois dans l'armoire en haut, ben, il fallait s'étirer pour aller chercher les couches. Il y avait des jouets aussi dans le local qui avaient été mis en hauteur. Donc, ça, c'est un autre risque ergonomique. Puis bien entendu, là, ils sont debout quand même beaucoup dans la journée. Donc, on a coché également cette case-là pour le travail debout prolongé. Puis comme description, bien ça, c'est là qu'on va chercher nos infos. Fait que là, en résumé, dans le fond, ce que ça donnerait ici, c'est qu'il y avait plusieurs soulèvements d'enfants. Puis là, on l'a vu au changement de couche, mais après ça, Gabrielle, là, elle a questionné au niveau de la sieste. Puis elle a demandé comment ça se passait à la sieste, puis elle a regardé les repas. Puis après ça, elle s'est rendue compte qu'à l'habillage aussi, il y avait beaucoup de soulèvements. Puis toutes les autres tâches, comme consoler, cajoler les enfants aussi, ça impliquait des soulèvements. Après ça, elle a vu beaucoup de postures contraignantes dans les routines, mais la problématique la plus importante qui avait été rapportée par les éducatrices était reliée à la sieste parce qu'il y avait une couchette qui avait 4 avec les couches. Il y a une erreur ici, c'est avec les couchettes. Les 4 côtés sont fixes. Et ça fait en sorte que pour aller déposer les enfants, puis ils endorment les enfants aussi avant, fait qu'il faut vraiment s'étirer à bout de bras puis se pencher avec l'enfant à bout de bras. Fait que ça, là, c'était quelque chose qui causait beaucoup de douleur aux éducatrices. Ensuite, au changement de couche, bien, on a noté que le marchepied ne glissait pas bien. Puis finalement, bien, il sert plus de rangement que de marchepied. Puis qu'au sol, il y avait le dos qui n'était pas à l'appui, donc il n'y avait pas de chaisière. Puis là, Gabrielle, bien, elle devrait questionner pourquoi. Mais pas les pourquoi, parce que ça peut être confrontant, mais qu'est-ce qui fait que, mettons, vous n'utilisez pas la chaisière, puis ça peut être, elle est brisée, puis elle n'a pas été réparée. Fait que là, ça, on note ça, tu sais. On va aller améliorer nos processus de réparation pour être sûr que les choses se réparent au fur et à mesure. Fait que, tu sais, on se garde une petite note.
Puis par rapport au fait que la personne était debout une bonne partie de la journée, mais elle peut quand même s'asseoir durant les repas et pour certaines activités. Faut qu'on y va comme ça, vraiment dans le général, mais quand même assez spécifique aussi. Fait qu'une fois qu'on a documenté les risques ergonomiques, on peut y aller avec les risques biologiques. Puis là, ici, on le sait que ils peuvent être en contact avec des virus, la gastro, la grippe, les rhumes, la COVID maintenant, puis aussi avec les liquides biologiques. Après ça, on peut regarder, tu vois, ici, ce qu'on a mis, c'est vraiment comme notre clôture. C'est quoi les mesures qui sont en place dans ce cadre-ci? On a des gants, donc des équipements de protection individuelle, on a le lavage des mains qui est bien fait, qui est fait au bon moment. On a la présence d'une solution hydroalcoolisée quand on va à l'extérieur. Puis toute la séquence pour savoir quand on met les gants, mais aussi quand on les enlève, puis le nettoyage des mains. Il y a des formations de mise à jour qui sont faites dans le CPE des enfants Rit toujours. Et puis, on fait aussi comme des espèces de petits audits ou des supervisions pour être sûr là, que le lavage des mains se fait au bon moment. Fait qu'on est mieux de documenter chacun des risques, hein? Les risques chimiques par la suite avec les produits, les risques mécaniques et à la sécurité. Puis on a rapporté les risques de chute, puis on a questionné qu'est-ce qui se passait. Puis Jules, lui, qui fait le stationnement extérieur, il va aller voir les gens, puis il va comme questionner, puis il va aller voir la directrice, puis c'est pour essayer de voir c'est quoi l'entretien, à quelle fréquence que c'est fait, etc. Les risques physiques pour le bruit, etc., jusqu'à la fin avec les risques de violence, puis qu'est-ce qui s'est passé, entre autres, avec l'événement accidentel. On peut aller chercher de l'information aussi. Donc, si je reviens à mon PowerPoint, je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, si vous avez 2 secondes, peut-être pour me dire là, si c'est clair pour vous dans le chat, ça me donnerait une indication si j'ai besoin de rajouter des détails ou si ça va, si ça fait le tour. Fait que si vous pouvez m'indiquer là, vite, vite dans le chat, là, ça me donnerait une indication. Oui, c'est clair, merci. C'est clair. Bon, parfait. Merci, Mme Rousseau, Mme Dupré. Alors, on continue. L'étape 3, l'identification. Parce que là, vous comprenez qu'en posant toutes ces questions-là, c'est sûr que j'ai énormément, je vais trouver plein d'informations, puis plein de risques, c'est normal. C'est une étape qui est quand même, je dirais, assez longue à faire, qui nécessite quand même beaucoup de travail, mais qui vaut vraiment la peine. Puis je souhaite vraiment, Marilyn et moi, en fait, on souhaite vraiment vous convaincre de l'importance de faire ça. Parce qu'en faisant ce travail-là de façon assez détaillée, puis prendre le temps de poser les bonnes questions, puis en remplissant les formulaires, ça va vraiment vous permettre de savoir qu'est-ce que vous devez prioriser, puis de faire un plan d'action qui va être basé sur vos besoins. Marilyn l'a dit tantôt, les ressources sont limitées, que ce soit les ressources financières ou les ressources humaines. On ne peut pas se permettre de travailler sur les mauvaises choses. Le temps qu'on met, l'argent qu'on met, il faut qu'on le mette au bon endroit. Puis ça, c'est vraiment l'identification des risques qui va vous permettre de savoir c'est quoi le bon endroit. Fait que prenez, même si ça peut vous paraître long, c'est vraiment une étape à ne pas mettre de côté. Donc là, j'ai tous mes questionnaires, comme on vient de voir, que j'ai remplis. Jules, Patricia, puis Gabriel ont fait leur travail. Mais là, l'étape d'après, qui est l'étape 3, ça va être de faire une synthèse de toutes ces informations-là et de venir compiler l'information dans un document. Puis pour ça, nous, on vous propose l'outil C. Donc, ce qui va arriver avec l'outil C, là, dans le fond, au CPE des enfants Rit toujours, c'est que là, Gabriel, Patricia puis Jules, ils vont rapporter toute l'information qu'ils ont eue au comité de santé et sécurité. Et ils vont discuter des risques qu'ils ont trouvés. Puis ils vont se rendre compte qu'il y en a certains qui se ressemblent quand même. Fait que, tu sais, si on parle de changement de couche, par exemple, peut-être que les risques à la pouponnière, au local de 2 ans, jusqu'aux enfants peut-être de 3 ans, là, qui sont encore au changement de couche, ça peut se ressembler, en effet. Donc là, ils vont remplir le tableau C qu'on va voir ensemble au meilleur de leur connaissance, puis ils vont collaborer avec les autres membres du comité de santé et sécurité aussi là, pour se faire une tête là-dessus. Puis, idéalement, là, il faudrait que la directrice soit présente, si elle n'est pas déjà dans le comité de santé et sécurité, pour prendre note des différents risques qui ont été recensés dans son milieu. Alors, l'outil C ressemble à ça. Et là, l'étape 3, c'est l'étape qu'on voit à gauche. Les étapes subséquentes, là, on va les voir après dans la partie analyse des plans d'action, mais là, on est à l'étape ici, le début, là, puis on va se servir de notre outil A qu'on a rempli, puis de l'outil B pour faire cette section-là. Alors, un exemple que je vous donne. On reprend notre exemple à la pouponnière avec Gabrielle. Et là, elle va venir mettre, dans le fond, la description du risque. Fait que là, dans les risques ergonomiques, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des efforts excessifs, qu'il y avait des soulèvements, de la manutention, lors des routines de changement de couche. Et là, comme moyen de prévention actuel, on a vu qu'il y avait un marchepied.
Mais le marchepied, il n'était pas fonctionnel. Il était vraiment difficile à tirer. C'est ce que l'éducatrice disait. Fait que ça, on le marque. Puis ça me fait penser à ma clôture, justement. Il y en avait une clôture, mais elle n'est pas fonctionnelle, la clôture. Donc, elle ne sert pas à grand-chose, finalement. Fait qu'il va falloir penser à réparer la clôture si on veut réduire le risque, parce qu'on ne pourra pas éliminer complètement le risque. Ben oui, si notre clôture elle fonctionne vraiment bien, on va avoir vraiment un niveau de risque très, très faible. Mais les enfants, il faut leur changer la couche, là. Donc, la routine, on va la conserver. Fait qu'il faut mettre en place une clôture bien solide, qu'on va s'assurer qu'il reste solide. Ça veut dire qu'on va s'assurer que le marchepied, il fonctionne toujours, puis qu'il y a une bonne petite porte, puis qu'on n'est pas obligé de le manipuler à toutes les séquences du changement de couche parce qu'elle est située à la bonne place, qu'on peut ouvrir une fois, faire monter l'enfant, faire son changement de couche, on le fait descendre, puis là, on peut enchaîner les enfants comme ça avant de replacer le marchepied. Fait que c'est toutes des conditions qui vont favoriser son utilisation. Fait que là, on n'est pas encore à l'étape de l'analyse. Fait qu'on vient comme ça documenter l'ensemble des risques ergonomiques qu'on a notés. Tantôt, je vais vous donner d'autres exemples. OK? Mais là, on va continuer avec l'analyse. Donc, l'analyse, comme on disait tout à l'heure, c'est pour les 20 travailleurs et plus. Et c'est la partie qu'on voit ici à droite que Marilyn nous a présentée. Ça veut dire que là, on va déterminer c'est quoi le niveau de risque. Parce que ça se peut qu'il y ait un risque faible, comme on disait, avec une belle clôture en béton, un mur, la muraille de Chine, par exemple. Mais ça se peut qu'il y ait un risque élevé si finalement, on a juste 2 poteaux où on n'a pas de clôture pantoute, tu sais. Après ça, on va aller recenser les risques qui sont reliés aux obligations légales parce que ça peut venir prioriser certains risques et on va venir les classer. Pardon. Donc, c'est la partie centrale du tableau. Et là, pour venir les coter, les risques, on va se fier d'abord à 2 critères, la probabilité et la gravité. Donc, c'est quoi la probabilité que je me blesse s'il se passe un événement comme ça? Et c'est quoi la gravité des blessures qui sont potentielles? Donc, si j'utilise un petit couteau pour couper mes pommes, bien, ma gravité n'est pas bien élevée. Là. Je ne suis pas en danger de mort, mais je peux me couper un doigt, par exemple. Puis, s'il y a de la glace dans le stationnement, bien, la probabilité que je chute, elle peut être quand même assez élevée parce qu'une glace, c'est très glissant. Fait que je peux quand même avoir une probabilité assez élevée de tomber s'il y a beaucoup de glace dans le stationnement. Puis la gravité, à ce moment-là, est beaucoup plus importante que la coupure au doigt parce que je peux me casser quelque chose, je peux me cogner la tête. Fait que là, on va être dans des risques beaucoup plus graves. Fait qu'en venant coter avec des indices, puis on a des définitions pour vous, là, de 1 à 4 pour la probabilité, puis la gravité de 1 à 4, ça va nous donner un niveau de risque. Et là, on va rendre quelque chose qui est subjectif, on va essayer de le rendre de façon le plus objective possible. Ça ne sera pas toujours évident, je vous le dis tout de suite. Des fois, on va comme, on va douter un peu de nos cotes qu'on va attribuer à chacun des risques, mais allez-y avec votre gros bon sens, j'ai envie de vous dire, puis allez-y avec une certaine constance, parce que le but, là, c'est de comparer toujours des pommes avec des pommes ou des oranges avec des oranges. Fait que travaillez avec le même petit groupe pour venir comme attribuer vos cotes pour garder la même logique à chaque fois. Puis servez-vous aussi de vos accidents antérieurs, comme le portrait que vous avez fait de votre situation, pour venir vous aider à coter la probabilité, mais pour vous aider aussi à coter la gravité. Ça va vous donner des bonnes indices, des bonnes indications. Donc, comme je vous disais, la probabilité, c'est de 1 à 4, donc de très improbable à très probable. Je ne regarderai pas toutes les définitions avec vous, là, ça va de soi. Puis ça va vous donner là, votre axe vertical ici, le très improbable à très probable. On va venir jumeler ce critère-là à la gravité sur l'autre axe, dans le fond. Encore une fois, de bénin à très grave. Donc, tu sais, bénin, ça peut être la petite écharpe dans le doigt. Mais quand on parle de très grave, là, on parle de vraiment quelque chose comme, tu sais, de l'ordre, mettons, du VIH qu'on pourrait avoir dans le sang, la surdité, l'amputation ou des fractures multiples, voire même le décès, là. En CPE, c'est moins fréquent, mais tu sais, ça serait comme une cote très, très grave. Puis entre les deux, on a les différentes gradations aussi. Fait qu'encore une fois, vous vous référez à ces définitions-là là, pour venir les coter. Puis là, quand vous allez avoir comme vos 2 cotations, vous allez avoir un code de couleur en vert, jaune, orange ou rouge. Et là, ça va vous donner le risque associé. Donc, si vous avez une cote de rouge, le risque très élevé, ça veut dire qu'il y a une action urgente qui doit être posée. Si c'est un risque élevé, c'est une action à court terme. Un risque modéré, c'est à moyen terme. Puis un risque faible, ça veut dire, bien, je le garde en note, c'est un risque pareil, mais je vais le surveiller.
Donc, ça, vous allez le rapporter après dans votre section analyse du tableau. Donc, vous allez avoir coté votre probabilité. Ici, on a mis un exemple à 4. Une gravité quand même assez élevée à 3, ce qui nous donne un risque très élevé, donc une action urgente à poser. OK? Ensuite, on disait que le troisième critère, c'était les obligations légales. Fait que là, vous regardez, est-ce que j'ai des tolérances zéro de la CNESST? Est-ce que j'ai des éléments qui ont un lien avec la réglementation aussi SST? Je pense aux souliers avec des protections, le bruit aussi, c'est réglementé, le CIMDUT, c'est réglementé. Fait que ça aussi, ça peut venir vous donner des indices pour venir prioriser après vos risques. Parce que c'est ça l'objectif, on se répète, là, mais le but de ces critères-là, c'est de venir dire, ben, c'est quoi ma priorité numéro 1, ma priorité numéro 2, ma priorité numéro 3 et ainsi de suite pour venir faire un plan d'action qui va agir sur les priorités rouges. Puis après ça, je vais descendre au jaune, orange, puis jusqu'au vert. Là, on reprend notre exemple. Il est rendu quelle heure? On est tout correct? 9h30, c'est excellent. Au CPE des enfants rit toujours. On est rendu à la partie analyse, ce qui fait que là, Gabriel, Patricia puis Jules, qui font partie en fait du comité de santé et sécurité, ils vont compléter la partie analyse de leur outil. Là, ils vont discuter ensemble. Puis là, tu sais, on disait tantôt, ça peut être subjectif et qu'ils vont essayer de s'entendre pour rendre ça le plus objectif possible et avoir un résultat commun. Ils vont faire quelques recherches parce que Gabriel, Patricia et Jules là, ils n'ont pas nécessairement encore beaucoup d'expérience en santé et sécurité. Puis eux autres, la réglementation, entre autres, là, ils ne la connaissent pas beaucoup. Fait que là, ils se sont dispatchés le travail. Je m'excuse pour mon mot en anglais. Ils se sont séparés le travail. Donc, Gabrielle, elle a décidé qu'elle allait appeler au niveau de la mutuelle pour avoir des compléments d'information en lien avec l'analyse et les risques qu'elle a trouvés au niveau des locaux pour les éducatrices. Elle, Patricia, elle a décidé qu'elle allait consulter le règlement de santé et sécurité pour essayer d'aller voir qu'est-ce qui était en lien avec son milieu de travail. Puis Jules, lui, a appelé à l'instance, puis il voulait plus avoir, lui, était au niveau de la cuisine, si je ne me trompe pas. Fait qu'il voulait savoir un peu, là, c'était quoi les risques au niveau de la cuisine, puis voir s'il avait bien rempli son analyse de risque, parce qu'il n'était pas certain, là, aussi des mesures de prévention qui étaient déjà en place, puis les mesures de correction qui seraient à mettre. Fait qu'il est allé chercher de l'information au niveau de l'instance. Fait que, en allant se documenter tout le monde ensemble, puis en remplissant les feuilles, bien, on était capable de faire les cotations puis de mettre des priorités. On regarde ça ensemble. Je vous sors mon autre tableau qui a plus d'informations encore. C'est celui-là ici. Donc, c'est le tableau C, comme on disait tantôt, qui est un tableau synthèse. Là, on l'a fait pour la pouponnière. On continue toujours avec le même exemple. C'est le comité de santé et sécurité qui l'a rempli le 6 juin 2023. Alors, le premier risque, c'est le même qu'on a vu tantôt, c'était en lien avec les efforts excessifs. Les moyens de prévention qui étaient actuels mais non fonctionnels. Finalement, c'était une petite clôture un peu broche à foin, finalement. C'était la présence d'un marchepied, mais qui n'était pas fonctionnel. Donc là, ce que Jules, Patricia et Gabriel se sont entendus, c'est qu'ils ont coté ça, une cote de probabilité à 4. Puis là, je reprends ma définition dans mes papiers. 4, là, la probabilité, ça veut dire, si je reprends ma définition qu'on a présentée tantôt, ça veut dire un événement accidentel imminent qui peut survenir à tout moment. Puis ça, ils ont décidé de mettre ça parce que le changement de couche à la pouponnière, c'est fait plusieurs fois par jour. Hein? C'est à peu près 3 à 5 changements de couche par enfant. Ça veut dire 5 enfants par éducatrice. Et en plus, ben, ils prennent l'enfant pour le mettre sur la table à langer, puis ils prennent l'enfant pour le descendre de la table à langer. Donc, c'est fois les risques reliés à ça, ils ont décidé de le mettre le code de 4. Et la gravité, selon la définition, bien là, on est arrivé à 3 parce que 3, c'est grave. Puis grave, ça fait référence à des accidents avec perte de temps, mais sans séquelles, comme des entorses, des tendinites ou des fractures mineures. Fait que c'est sûr que de soulever des enfants, on est à risque de développer des troubles musculo-squelettiques. Donc, on est dans cette talle-là de catégorie. On a donc un risque élevé selon notre matrice là, que je vous ai présentée tantôt. Il n'y a pas nécessairement d'obligation légale formelle là-dessus. Et ce qu'ils ont décidé, dans le fond, à la lumière des autres risques, c'est de coter ce risque-là 1. Mais ça, c'est une fois qu'on a fait tout le tableau qu'on peut y arriver. Là. Et après ça, ils ont enchaîné tout de suite avec leur plan d'action. Puis là, vous êtes libre. Vous pouvez le mettre là-dedans, dans ce tableau-là, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser les documents que vous avez de la mutuelle aussi ou tout autre document pour faire votre plan d'action. Mais ici,
pour l'exercice, en fait, on va y aller comme en continu. Puis là, j'avance un petit peu sur ma présentation, mais tant qu'à dire qu'on est rendu là, on va y aller. Donc, ici, ce qu'on a décidé de mettre en place comme moyen de prévention, c'était premièrement de faire la réparation du marchepied. Puis, ils se sont assurés aussi que quand ils faisaient l'inspection, parce qu'ils ont des inspections régulièrement au niveau de ce CPE-là, puis je pense que c'est la même chose pour vous aussi, bien, ils ont décidé de rajouter la vérification du marchepied. Donc, la personne qui va être responsable de l'inspection au CPE des enfants toujours, c'est la représentante en santé et sécurité. Donc, c'est Patricia. Puis Patricia, elle va rajouter sur sa liste d'inspection le marchepied. Fait qu'elle va faire le tour de tous les marchepieds des tables à langer, pas juste celui de la pouponnière. Tant qu'à dire, elle va faire la tournée au complet. Puis elle va aller vérifier à une fréquence régulière si le marchepied va bien, si la porte est correcte, si la petite serrure est bien en place. Si une fois qu'il est ouvert, il reste ouvert et il ne se referme pas tout seul parce que des fois, c'est ce qui arrive aussi. Bref, voir s'il est en bon état. Fait que ça, c'est d'aller s'assurer, c'est notre mesure de contrôle, que notre moyen de prévention, qui est l'utilisation du marchepied, reste bien en place et en bon état. Donc, la personne responsable, on a dit c'était Gabrielle. On s'est donné un échéancier de septembre 2023. Puis une fois que ça sera réalisé, bien, ils vont pouvoir mettre un petit crochet au bout de la ligne. On se donne un autre exemple, tant qu'à dire qu'on est là-dedans. On est toujours dans les risques ergonomiques. On a noté, entre autres, là, la flexion du dos qui était très fréquente pour, entre autres, déposer les enfants à la couchette. Donc, vous vous souvenez, là, je vous refais un peu le bilan de la situation, là, mais déjà dans le portrait, on avait vu qu'il y avait eu des événements accidentels en lien avec le fait de déposer les enfants dans la couchette. Après ça, on a questionné sur le terrain les éducatrices, puis finalement, ils disaient « Ah oui, on endort souvent les enfants avant de les coucher, puis quand les couchettes qu'on utilise, c'est 4 côtés fixes, il n'y a pas de côté qui pivote. » Fait en plus, quand je vais déposer les enfants qui dorment dans le fond de la couchette, je suis vraiment penchée, puis je m'étire beaucoup, puis ça leur causait quand même, ils rapportaient que ça leur causait quand même beaucoup d'inconfort. Fait qu'on l'a mis là. Là, il n'y avait aucun moyen préventif qui a été documenté dans ce contexte-là. On est arrivé au niveau de la probabilité, on l'a coté à 3. 3, c'est probable. Ça veut dire qu'il y a un événement accidentel qui peut survenir occasionnellement. Là, je vous dirais, ça pourrait être 3, ça pourrait être 4. Eux autres, ils ont dit 4 pour le changement de couche parce que la fréquence était plus élevée. Là, ici, on a décidé de mettre 3. Tu sais, quand je vous disais l'importance d'être constant, c'est justement se donner des références comme ça puis de garder une certaine constance. Puis dans la gravité, on est à 3 aussi, parce qu'on est à l'ordre d'avoir des entorses lombaires, entre autres, comme possibilité de blessure là, au dos. Donc là, on arrive, quand on jumelle 3 avec 3 dans notre tableau des couleurs, on arrive à un risque élevé. Donc, puis il n'y a pas nécessairement encore d'obligation légale. Fait qu'ils ont décidé de le mettre quand ils comparent tous les risques ensemble en priorité 2. Ce qui veut dire qu'ils ont décidé de travailler en premier sur les efforts reliés au changement de couche. Puis en deuxième ou en parallèle, c'est tout à fait probable aussi, celui de déposer les enfants dans la couchette. Puis le plan d'action qu'ils se sont donnés. Ils ont dit, on va regarder, voir si on ne pourrait pas acheter certaines couchettes avec des côtés pivotants. Peut-être pas toutes remplacer les couchettes parce que ça nécessite des fonds importants, mais quelques-unes, entre autres, puis on choisira les enfants qui vont être dans les couchettes-là. Donc, de faire un choix en quantité, puis un choix au niveau des enfants qui vont avoir les couchettes avec les côtés pivotants. Après ça, dans une réunion qu'on va faire en santé et sécurité, on va venir enseigner la méthode pour coucher un enfant qui n'est pas encore endormi, bien sûr, là, mais pour venir le coucher en position debout. Puis quand on le dépose debout, ben, on n'est pas obligé de se pencher. Puis ça, il y a une technique là, assez facile qu'on peut mettre en place, qu'on a une couchette là, avec un côté qui pivote ou pas. Ça s'applique très bien là, avec un ou l'autre des 2 modèles. Fait que ça, par exemple, le préambule à ça, c'est qu'il ne faut pas endormir l'enfant avant de le coucher. Fait que peut-être qu'avec les plus vieux qui sont capables de se coucher tout seuls, qui sont habitués, on pourrait choisir ça. Fait que comme ça, on économise beaucoup de flexion avec une charge en plus, avec des enfants dans les mains. Fait que pour le dos, c'est une économie d'effort. Et ils ont décidé également de consulter, dans le fond, c'est ça, l'équipe pour déterminer avec quel enfant il allait débuter cette façon de faire-là. Puis aussi, ils voulaient discuter en équipe lors d'une réunion de c'est quoi les impacts sur mon corps d'endormir les enfants. Donc, c'est d'évaluer les avantages et les inconvénients. Il y a peut-être des enfants, là, en septembre, vous allez me dire « Oh non, je n'ai pas le choix, il faut que je l'endorme. » OK, mais regardez quand même, quand est-ce que vous pourriez comme arrêter de l'endormir pour qu'il se couche puis lui apprendre à se coucher toute seule? Puis là, je ne vous dis pas là,
de vous attaquer à tous les enfants de votre pouponnière en même temps, mais allez-y avec un, puis tranquillement avec un autre, puis regardez avec les parents aussi comment ils font à la maison, puis eux autres, est-ce qu'ils ont des trucs, etc. Pour essayer le plus possible là, de déposer les enfants debout dans la couchette puis qu'ils s'endorment par eux-mêmes, parce que ça va être vraiment un grand gain là, pour vous comme éducatrice. Donc, ici, c'est Stéphanie, dans le fond, la DG adjointe qui était responsable. Ça, c'est un point que je voulais qu'on voulait vous apporter aussi, c'est que c'est pas parce que vous ne faites pas partie du comité de santé et sécurité que vous n'êtes pas responsable d'une action au plan d'action. Il y a beaucoup de pas dans ma phrase, là, mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est que le plan d'action ne repose pas sur les épaules des membres du comité de santé et sécurité. Donc, ça peut être quelqu'un qui n'est pas dans le comité de santé et sécurité qui va s'occuper de faire des recherches, faire des achats d'équipements, faire des changements, présenter quelque chose, etc. Là. Fait que, la santé et sécurité, c'est l'affaire de tous. Puis souvent, de venir responsabiliser des gens qui sont plus loin de la santé et sécurité, donc qui ne font pas partie du comité de santé et sécurité, ça permet d'avoir un effet de gang, puis un effet d'entraide, puis un effet d'équipe aussi. Fait que ça va contaminer positivement tout le monde. Fait que ça peut être une façon de faire. Puis en même temps, si le comité de santé et sécurité change, bien, ça veut dire que, vous savez, dans le fond, je m'excuse, j'ai vu qu'il y a un commentaire qui est apparu, puis ça m'a coupé dans mon... c'est bien parfait, il n'y a pas de problème. Mais là, je ne me souviens plus de ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Je reviendrai tantôt. Fait que là, dans le fond, Stéphanie, la DG adjointe, c'est elle qui va faire, dans le fond, la vérification par rapport aux couchettes, bon, décembre 2023. Ensuite, l'autre exemple que je peux vous donner, c'est il y a des postures souvent penchées au niveau de la pouponnière quand il aide à l'alimentation ou quand il sert les enfants qui sont assis à la petite table basse. On a des gens, là, dans le contexte qu'on avait, qui étaient dans une chaise haute au mur. Puis il y a des gens là, qui sont à la table basse. Fait qu'il y avait beaucoup de répétitions là, de posture penchée, entre autres. Il n'y avait pas nécessairement de moyens de prévention qui étaient en place. On a coté la probabilité à 2. 2, c'est peu probable que nécessité. Il n'y a pas de charge. Oui, il y a des postures penchées, mais ce n'est pas quelque chose qui est très probable c'est un peu probable de se blesser. Mais la gravité, elle peut être quand même importante. On est encore à 3. Ce qui fait qu'on a un risque élevé, qu'il n'y a pas nécessairement de réglementation, mais qu'en ordre de priorité, on a décidé de venir le mettre en 3e. Et comme solution à notre plan d'action, c'est de venir faire l'achat d'un tabouret à roulettes à Slinko, puis de proposer en fait des ateliers sur les postures idéales adoptées dans les routines avec les enfants de la pouponnière. Fait que le fait d'avoir un petit tabouret à roulettes, ça nous permet de s'asseoir, fait que de rouler aussi, de se déplacer autour des enfants, ou que les enfants viennent à nous, de pivoter sur place aussi. Et ça permet, là, dans le fond, de pouvoir aider à l'alimentation en même temps. Tu sais, mettons, aller porter des assiettes, faire le portionnement, si on a une petite table basse aussi à côté, les verres, remplir les verres s'ils n'ont plus de breuvage, ils n'ont plus d'eau dans leur verre, on peut le faire aussi. Fait que, au lieu de se pencher à chaque fois, mettons, bien, on reste assis, puis là, bien, on est capable de faire quand même pas mal de tâches comme ça quand notre aménagement il est bien, nous le permet, parce que ça prend de la place quand même, circuler avec le tabouret à roulettes. Fait que là, on a dit que c'est Véronique et Patricia qui allaient s'en occuper. Fait que, puis l'échéancier, c'est décembre 2023. Fait que ça, c'est un exemple, dans le fond, de tableau là, où est-ce que, dans le fond, ça rassemble toute l'information. Les parties les plus importantes de ce tableau-là, c'est l'identification et l'analyse. Et ensuite, si vous êtes capable de continuer votre plan d'action sur le même tableau, tant mieux, mais vous pouvez quand même utiliser n'importe quel autre document que vous avez pour faire votre plan d'action, comme je disais tantôt, une fois que vous allez avoir noté là, vos différentes priorités d'action dans la partie analyse. Ah oui, c'est vrai. Un peu plus bas, on a fait un autre exemple aussi. Je voulais vous le mettre parce qu'il était intéressant pour d'autres raisons. C'est au niveau des risques chimiques. Donc, dans les risques chimiques, on avait noté des produits dangereux qui étaient au niveau de la désinfection, là, si on reste dans la pouponnière. Là, il n'y avait pas nécessairement de dégraisseur à plancher. Puis, ce qui était le fun ici, en lien avec les produits, c'est que c'était bien, il y avait beaucoup de mesures de prévention qui étaient en place, qui étaient bien connues puis bien appliquées. Fait qu'il y avait déjà de la formation qui avait été donnée en lien avec le CINDUT à tous les employés en 2021. Les fiches de données de sécurité sont inspectées, donc on s'assure qu'ils sont bien en place et bien connus. Et les produits sont dilués, puis les EPI sont disponibles aux besoins, puis la méthode est bien suivie, puis les EPI sont disponibles en quantité suffisante au bon endroit. Puis en plus, il y a une certaine supervision là, qui est faite une fois par année là, pour être sûr que tout ça, ça reste bien en place.
Fait que là, on a quand même une belle clôture ici là, en béton. Là, je pourrais même la clarifier, la qualifier de béton. Et si je viens coter à ce moment-là mon analyse, mais la probabilité, considérant tout ce qui est en place, que je me blesse est quand même plutôt peu probable. Considérant tout ce qui est en place, ma gravité aussi est quand même peu élevée. Donc, on appelle ça superficiel ici. Ce qui fait que mon niveau de risque est en jaune au lieu d'être en orange comme tantôt, donc est plus faible. J'ai effectivement ici une obligation légale en lien avec le CIMDUT qui fait référence, dans le fond, à la loi sur la santé et sécurité à l'article 62.1. Donc, ma priorité, si je compare mes 3 risques que j'ai dans mon tableau, avec plus de l'ordre, ça serait la dernière, en fait, dans ce contexte-ci, dans cet exemple-là. Donc, 4. Puis, ce qu'on met comme mesure de prévention, c'est s'assurer que les mesures qui sont présentes le demeurent. C'est de s'assurer que quand on fait l'inspection des feuilles de données de sécurité, là, ce soit toujours disponible et valide. Puis, on s'assure aussi que les nouveaux travailleurs qui vont rentrer un peu plus tard reçoivent, là, bien évidemment, la formation CIMDUT lors de leur processus d'intégration. Fait que j'ai vu, en fait, que quelqu'un demandait par rapport à la fiche vierge, là, si ça allait être disponible. Là, je pense que Marilyn, tu leur as répondu que oui, absolument, c'est disponible sur notre site Internet. Je remets notre PowerPoint ici. Voilà. Alors, on revient à l'exemple. J'ai devancé un petit peu le contenu, mais si je reviens en arrière là, avec, tu sais, dans le fond, on avait vu l'identification, on a vu l'analyse, puis là, je vous ai déjà présenté le plan d'action. Mais dans le plan d'action, dans votre programme de prévention, dans le fond, c'est de lister tous les risques que requiert une action. C'est de déterminer c'est quoi les moyens de prévention qui sont applicables. Tu sais, on a parlé, entre autres, dans l'exemple d'achat de tabouret à roulettes, d'enseigner, mettons, la façon de pouvoir coucher un enfant dans la couchette si on le dépose debout, etc. Fait qu'on liste toutes les actions qu'on veut prendre pour, idéalement, on le dit, hein, éliminer le danger, donc éliminer les crocodiles. Puis sinon, quel genre de clôture on peut mettre en place pour venir le corriger. Puis ensuite, les mesures de contrôle qui sont aussi importantes que les mesures de correction, qui sont des vérifications pour s'assurer que notre clôture, notre mesure de correction, reste bien fonctionnelle puis fasse bien le rôle pour lequel on l'a mis en place. On identifie un responsable. Tantôt, on l'a vu dans le tableau, là, que ce soit Gabrielle, Véronique, je pense, ou Patricia, là, peu importe, qui va faire, dans le fond, l'action en question. Puis, on se donne un délai. Puis, à l'autre réunion de comité de santé et sécurité, on fait un suivi. OK, par rapport à tel risque, on est rendu où? Ça, c'est ça l'objectif, dans le fond, c'est de faire le suivi de ça. Est-ce qu'on a fait des actions? Est-ce qu'on rencontre des obstacles? Puis, si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour dans le fond, corriger ces obstacles-là, puis avancer dans notre plan d'action. Puis à la fin de l'année, on regarde, est-ce qu'on a atteint tous nos objectifs? Est-ce que ce qu'on a mis en place a bien solutionné le problème? Est-ce qu'on n'aurait pas causé autre chose en mettant cette solution-là en place? C'est ce qu'on vérifie après un an. Si on se rend compte qu'on a passé à côté de notre objectif, on se réajuste, on remet ça dans notre plan d'action. Puis si on a atteint notre objectif, on change d'objectif. On regarde dans notre identification des risques, on est rendu où, puis on en choisit un autre, puis on continue. Fait que là, on pourrait travailler sur, là, on n'a pas parlé, là, mais les chutes, ça aurait été quelque chose à mettre en priorité aussi dans ce contexte-là. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a comme moyen de prévention à mettre en place pour réduire la glace dans le stationnement. Est-ce qu'on peut rajouter peut-être du sable ou du sel à l'entrée là, pour l'entrée? On a vu aussi qu'il y avait des chutes, le plancher était mouillé, entre autres, dans l'entrée après l'arrivée des enfants. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire par rapport à ça? Il y avait le transport aussi dans les escaliers, la nourriture. Donc, est-ce qu'on peut améliorer cette situation-là? Fait que là, tu sais, vous avez du choix là, en ayant un beau portrait de la situation chez vous, de tous les risques qui se sont manifestés ou les risques qui sont potentiels, en ayant coté les priorités de chacun, en ayant identifié qu'est-ce qui était prioritaire. Là, d'année de fois en fois, en fait, vous pouvez comme descendre votre liste puis travailler sur ce qui est le plus important là, de façon graduelle. Donc, c'est cette partie-là, on l'a dit, là, de l'outil. L'exemple, on l'a vu. Puis c'est ça. Dans le fond, on a cherché l'erreur telle qu'on l'a mis là. C'est la photo qu'on vous a présentée tout à l'heure. Fait qu'on vous a mis, dans le fond, là, on n'a pas parlé de tout ensemble, là, mais dans le chercher l'erreur de la CNESST, là, il y avait 7 comme erreurs là, qui avaient été observer. Fait que ça peut être une petite activité que vous faites avec votre comité de santé et sécurité, comme on disait, pour vraiment vous familiariser, vous aider avec la reconnaissance des différents risques. Puis vous avez les solutions après là, dans le fichier. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour. On serait rendu pour la période de questions. Il nous resterait un bon 10 minutes.
Juste vous dire, dans le fond, que tous les documents qu'on vous a parlé, ils sont en référence, en fait, à la fin de la diapo qu'on va vous rendre disponible également, et avec les liens aussi là, pour aller chercher de l'information détaillée pour chacun.